Le cancer n'est pas une anomalie moderne, il est le revers inévitable de la vie multicellulaire. Dès qu'un organisme repose sur la division, la régénération et l'adaptation des cellules, le risque existe qu'une d'entre elles échappe au contrôle collectif. Pourtant, face à cette contrainte universelle, l'évolution n'a pas produit une seule réponse, mais une multitude de stratégies, parfois étonnamment efficaces. Chez l'humain, le cancer est devenu un problème majeur, parce que notre biologie n'a jamais été conçue pour la longévité actuelle. Pendant l'essentiel de notre histoire évolutive, peu d'individus vivaient assez longtemps pour que les cancers tardifs influencent la sélection naturelle. À cela s'ajoute un métabolisme rapide, un cerveau coûteux en énergie, une inflammation chronique liée au mode de vie moderne et des systèmes de protection génétique relativement modestes. Le résultat est un organisme performant sur le plan cognitif et culturel, mais biologiquement vulnérable face aux dérives cellulaires à long terme. D'autres espèces, en revanche, ont rencontré une pression évolutive différente. Les grands animaux longévifs, comme les éléphants ou les baleines, ne pouvaient se permettre de mourir prématurément d'un cancer. Leur taille, leur lente reproduction et leur long développement rendaient chaque individu précieux. L'évolution a donc favorisé chez eux des systèmes de surveillance cellulaire extrêmement stricts. Les éléphants, par exemple, éliminent très rapidement les cellules endommagées grâce à des mécanismes de suicide cellulaire renforcés. Les baleines, elles, semblent avoir développé une stabilité génétique exceptionnelle, limitant l'accumulation silencieuse de mutations au fil des décennies. D'autres stratégies existent encore. Le rat taupe nu a rendu son environnement cellulaire presque hostile au cancer. Les cellules cessent de se diviser au moindre signal anormal. Certaines espèces marines ont inspiré l'idée d'affamer les tumeurs en bloquant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Les reptiles et les tortues, avec leur métabolisme lent et leur faible inflammation, réduisent mécaniquement le rythme des erreurs cellulaires. Quant aux organismes capables de régénération spectaculaire, ils montrent qu'il est possible de reconstruire des tissus tout en maintenant un contrôle strict de la prolifération. La médecine moderne ne cherche pas à copier ces animaux tels quels, ce serait dangereux ou incompatible avec la biologie humaine, mais à extraire des principes. De cette inspiration sont nées des thérapies bien réelles. Les traitements anti-angiogéniques, aujourd'hui utilisés en oncologie, reposent sur l'idée de priver la tumeur de son apport sanguin. Des médicaments tentent de réactiver les voies de protection génétique défaillantes chez l'humain, en s'inspirant de mécanismes observés chez des espèces naturellement résistantes. L'oncologie comparative, notamment à partir de cancers spontanés chez le chien, a déjà permis de développer des traitements transférés à l'humain. Même la médecine régénérative post-cancer puise dans l'étude d'animaux capables de réparer leurs tissus sans déclencher de tumeur. Ce que révèle cette approche, c'est une différence fondamentale entre l'évolution et la médecine. L'évolution ne planifie pas. Elle sélectionne ce qui est suffisamment bon pour se reproduire dans un environnement donné. La médecine, elle, peut combiner des stratégies issues de lignées différentes, les appliquer seulement à l'âge adulte, les cibler dans des tissus précis et les arrêter quand le risque dépasse le bénéfice. Là où la nature bricole lentement, l'humain peut choisir. Ainsi, notre faiblesse biologique face au cancer n'est pas une fatalité. Elle est le point de départ d'une nouvelle forme d'intelligence, celle qui observe la nature non pour l'imiter aveuglément, mais pour comprendre ses solutions, en retenir les principes et les transformer en outils. En ce sens, la lutte contre le cancer n'est pas une opposition à l'évolution, mais sa continuation consciente.